Mais en fait, si moi et Ballon on se met ensemble, on vous éteint. C'est vrai. Je croise les taux et là, je passe trop bien. Genre, tu les vois, c'est leur quartier en fait. Je trouve que c'était trop orienté sur Drake. Si on a Booba en interview, l'idée c'est de lui poser des questions sur absolument tout ce qu'on veut savoir. Salut tout le monde, on se retrouve pour cette émission Flash Rap. On est sur l'épisode 4, je crois, ou 5, je me rappelle plus trop. Il y a un peu des mois qui sont passés, donc je suis encore désolé si je me trompe. On est en compagnie de Chris Iconic qui est là dans la maison. Comment ça va? Ça va, tranquille, Ça va tranquillement. Dis-moi, je voulais t'inviter parce que j'avais plein de questions à te poser sur ta carrière, sur ce qui est devenu la chaîne Iconic et le futur là, qui arrive avec CKO, etc. Du coup, si tu peux te présenter déjà en quelques mots pour que les viewers sachent qui tu es. Ok, donc je me présente, Chris d'Iconic, alias Major, donc fondateur de Iconic, le média rap US, on va dire un peu référence sur la France. J'ai lancé aussi CKO avec Balou il y a quelques mois, podcast rap numéro 1 actuellement, où on va interviewer à peu près tous les rappeurs et aussi les personnalités un peu importantes. Et à côté de ça, je fais 2-3 trucs aussi. Ok. Du coup, tu pourrais nous raconter de comment tu as pu commencer avant de créer un média. Qu'est-ce que tu avais fait avant d'avoir créé Iconic? Ok, en fait, j'ai commencé depuis très longtemps. Si je dois commencer, ça va être le lycée du coup. En fait, j'étais un gros fan de rap, de basket, de mode, globalement de culture. Et en fait, je consommais énormément de magazines. Yes. Et en fait, inconsciemment, quand j'ai commencé mes études, genre vers 18-19 ans, je me suis dit, ah tiens, c'est l'âge à laquelle tous les gars que j'aime bien qui se sont lancés, c'est à peu près vers les 18-19. Et je me suis dit, ah ok, en fait, s'il faut que je me lance, c'est le moment un petit peu. Et j'aimais plein de trucs. Je savais pas où aller. Est-ce que ça allait être plutôt la mode, créer une marque de sable, parce que j'avais déjà tenté un truc plus jeune. Mais je suis pas allé. Enfin, j'ai commencé à creuser, mais finalement, c'était pas trop mon truc. Organiser des événements, c'est pas trop mon ADN non plus. Et finalement, je me suis dit peut-être que c'est la musique, j'en sais rien. Tout était plus fermé qu'à l'époque, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sûr. ouvert. Mais à l'époque, c'était ultra fermé. Et j'avais pas de personne, pas de contact. Je viens de loin, moi, tu vois, de Melun, c'est soit c'est des cités, soit c'est la campagne. Donc il y a pas grand chose, tu vois. Donc en fait, je me suis dit, je vais me lancer sur les réseaux, je vais créer genre une plateforme où je vais parler plein de sujets. Et en parlant de tous ces sujets-là, potentiellement, ça va me faire une carte de visite et je vais pouvoir rencontrer des gens, me faire un réseau et voir dans quel domaine je vais aller. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ma passion, c'était de créer une plateforme. Tu vois, vraiment documenter, voilà, exactement, documenter toute la culture qui me plaît, la mettre en avant. J'ai commencé avec Tumblr. C'était le truc cool de l'époque, tu vois. Mais c'était le truc cool en mode tout le monde n'y est pas, tu vois. Et moi, j'étais un peu ce mec relou. Ça se voit pas aujourd'hui, mais j'étais un mec relou un peu. Ouais, non, mais moi, je suis spé, je vais regarder là, nan, nan. Quand t'as 20 ans vers là et que tu t'es dans le truc, t'es des fois un mec comme ça, un peu relou. Je sais pas si t'as des potes comme ça. Ouais, ça peut arriver. Voilà. Moi, je sais que j'étais ce mec relou, donc je peux te le dire. Genre, je vais écouter des trucs super nichés parce que j'avais fait le tour, entre guillemets. J'étais sur Tumblr parce que c'était le nouveau truc cool et j'étais sur Twitter. Mais à l'époque, Twitter, ça marchait pas du tout en France. Ouais. Contrairement aujourd'hui. Aujourd'hui, j'y connaissais rien au digital et j'ai décidé de me lancer quand même. Et en fait, c'était le début de tout parce que j'ai commencé à apprendre à écrire des articles et à dénicher des nouveaux artistes parce que mon truc, c'était je suis tellement cool que je vais dénicher des nouveaux rappeurs et je vais vous les faire découvrir. Ouais. Et j'avais peut-être cette arrogance de la jeunesse, mais j'avais visé juste. Parce qu'à l'époque, j'avais déniché Childish Gambino quand il venait à peine de sortir sa deuxième mixtape. Qui écrivait encore pour la série 30 Rock. Il était aussi dans Community en tant qu'acteur, mais il n'était pas big du tout. Il avait encore rien sorti de majeur et il voulait être dans Spider-Man à l'époque. Genre le film Spider-Man, il avait fait une campagne sur Twitter aux US pour être dans Spider-Man et il n'avait pas été pris parce qu'il avait fait un petit bruit sur Twitter, mais ça restait petit même là-bas. Et c'est drôle parce que plus de 10 ans plus tard, il a vraiment été dans Spider-Man, tu vois. Mais moi, c'était genre en 2010. Je l'avais déniché, j'avais fait un article sur lui. Tyler, the Creator, je l'ai chopé. C'était juste après l'album qu'il avait fait avec son groupe, j'ai oublié le nom. Mais le deuxième album, c'est Goblin. Et c'est l'album où il pète avec le single où il mange un cafard. Je sais pas si t'as vu. Pas du tout. Tu devrais aller voir, il bouffe un cafard dans le clip, c'est rigolo. Il bouffe un cafard, c'est en noir et blanc, c'est fun. Et à l'époque, c'était ultra révolutionnaire pour l'époque. C'était vraiment du rap internet. Aujourd'hui, ça peut paraître bizarre, mais nous, à l'époque, les artistes, quand on va les dénicher, quand on les écoute, c'est des artistes qui sont directement, qui sont déjà sur Internet et ils sont identifiés peut-être à un endroit. Mais nous, à l'époque, on fait les open mic. C'est très terrain, quoi. Tu dois être prendre quelque part, etc. pour découvrir les artistes. Et là, pour la première fois, tu as des artistes qui réussissent à gagner une notoriété sans nécessairement avoir leur quartier derrière eux.
tu vois. Ouais, Donc ça, c'était une autre époque. Et donc, tu as beaucoup de MC comme ça, comme Tyler, The Creator, qui est très spé, qui pétait. The Jealous Guys. Récemment, je suis allé sur TikTok pour voir ce qu'ils devenaient. Ils existent encore. Twitter ouais, ils aussi. sont là, mais. Voilà, mais ils n'ont jamais percé de fou. Man Attraction. Man Attraction, c'était des artistes qui ont... Parce que tu vois, genre A$AP Rocky, par exemple. Ouais. Quand il a pété, à l'époque, il y a plein d'A$AP Rocky en réalité qui ont pété. Mais les gens ont oublié, tu vois. C'est comme Chief Keef. Ouais, Quand il a pété à Chicago, il y avait il y a plein de plein de Chief la Keef. vague qui suit. Voilà, pour revenir à la France, quand le bas de 7 pète, t'as Kobalade, et après tu vas voir plein de gens autour. Mais Ouais. on les oublie un peu. Mais la France est plus petit, donc du coup on a plus C'est un œil pas. Ouais, c'est ça. sur qui était où, tu vois. Mais aux US, en réalité, quand t'as un artiste comme ça qui pète, t'as tout un entourage qui commence à avoir un peu de lumière. Et c'est Rocky, il appartenait vraiment à une nouvelle mouvance en fait. Et il y avait plein de rappeurs que je suivais, Ok. et je me disais qu'ils allaient tous percer. Ils ont pour la plupart tous signé, mais ça n'a pas fonctionné. Mais A$AP Rocky a fonctionné. Donc c'est pour te dire que j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai suivi un peu la transformation de l'industrie musicale dans les années 2010. C'était assez impressionnant. Tu vois des artistes comme Rocky, pour revenir à lui, qui signe pour 3 millions de dollars. Très vite, il n'avait même pas d'album, même pas de Ouais. mixtape. Tu vois, c'est pas un truc qui était commun à l'époque. Et donc, à partir de là, je découvre aussi toutes les plateformes complexes, iBeast, Ice Nobody, qui Ok. étaient très gros déjà aux US. Et je me dis, ok, c'est ça que je veux faire, tu vois. Ok. Putain, en vrai, t'as un gros panel où tu voulais vraiment. Tu savais déjà en fait ce que tu voulais faire Bah, et ça, c'est en top. fait, oui, je voulais, parce que je commençais en fait à comprendre que c'était le moment ou jamais de vraiment prendre une direction, vraiment Ouais, choisir ce que tu veux faire. ouais. Et j'étais pas sûr de moi, tu vois, genre. Après, sur des choses comme ça, tu peux jamais être sûr de ce que. Oui, oui, alors. Enfin, Après, il y a sur une ce que tu sur mentalité ta. que je vais adopter après, Ouais. qui était plus en mode, de toute façon, il n'y a pas de plan B, tu vois. Mais dans ces âges-là, tu sais, t'es étudiant, tu cherches des alternances, tu vois, j'étais comme vous tous, tu Ouais, vois. bah ouais. J'étais en école ici, je devais rendre des devoirs, ça me cassait la tête, il fallait que je le fasse. Et en même temps, je me disais, ah, j'ai ce truc-là, mais en France, ça n'existait pas, tu vois. Les Bouscapé à l'époque, ça faisait 6 ans que ça existait, tu vois. Nous, on Ok. suivait ça depuis 2005. Donc, ils commençaient à peine à se professionnaliser. Le rap, c'était pas vu de la même manière. C'était pas aussi cool de la part des marques. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? Le ouais. marché, il n'était pas le même. C'est-à-dire, quand tu parles de rap, déjà pour faire un concert dans un lieu, je sais pas moi, comme Ils sont plus dans des. réticents et tout. Voilà, ils vont être réticents parce que c'est le public rap. Ouais, Donc, moi, je me rappelle de cette époque-là, tu vois. Donc, c'était pas du tout la même chose. Donc, quand tu veux te lancer et faire ce que je voulais faire, c'était très bizarre, tu vois. Donc, carrément. ouais. Ouais, contrairement à aujourd'hui, bah, je voulais t'en parler de ça, de la culture rap, de ce qu'elle est devenue à l'heure actuelle, où Ouais, bah, maintenant c'est dans le cinéma, c'est dans la mode, ouais, de fou. enfin, c'est partout, et ça, je trouve ça trop cool pour le monde du rap, où bah, ça prend une ampleur qui est plus grande que contrairement à cette époque-là, où enfin, c'était mal vu. Ouais. Quand il y avait NTM qui était sorti, bah, si t'allais voir Joe Star et Cool Chain sur scène, t'étais en mode un peu Ouais, plus réticent sur comment ça va être le public là-bas, tu vois, que des mecs ouais, de ouais, ouais. cité, etc. Ouais, Et c'est voilà. clair. C'est Ok. clair. Non, aujourd'hui, ça, c'est plus. Tu sais, on dit, mon co-host parle de boboisation, tu vois. Ouais, Mais c'est pas forcément une mauvaise chose, tu vois. Euh, businessment parlant, c'est mieux. C'est-à-dire que le rap aujourd'hui est certes moins authentique, mais les gens mangent. Et nous, ouais. on vient d'une génération où la plupart des rappeurs qu'on suivait quand j'avais genre. Tu vois, genre. C'est vraiment entre tes 13 et 20 ans, genre, que t'es fan, fan, fan. Genre, après, ça devient différent. Tu deviens plus. Tu veux contribuer. Ouais. Mais à l'époque, tu es juste un fan et un consommateur. Quasiment tous les rappeurs qu'on a suivis de cette époque-là n'en vivaient pas, en fait. Tu vois, avec Ouais, le c'était recul, on ouais, les c'était voit beaucoup maintenant. plus compliqué. Exactement, tu vois, tu vendais pas forcément facilement des CD, t'avais pas les médias adaptés pour, Internet était pas aussi développé, t'avais pas du tout le streaming. Ouais. Donc les seuls gros rappeurs qui vendaient et qui vivaient de ça à l'époque, c'était Booba, La Fouine, Rof, et après t'en avais bien sûr un peu plus, mais la plupart des MC que les jeunes écoutaient et qu'on kiffait vraiment, tu vois, Ouais. genre, je sais pas moi, Salif, Despo, tous ces rappeurs-là, c'était plus difficile pour Nesbill, c'était plus difficile quoi. Ok. D'accord. Je voulais revenir aussi sur Iconic. Ouais. Comment tu as pu lancer ce média et pourquoi ce nom Iconic? Alors, comme je t'ai dit, j'ai commencé en 2010. À cette époque-là, c'était pas du tout iconique le nom. C'était un nom un peu dégueulasse. Bon, je vais pas le reciter ici. J'avais pas du tout le sens, on va dire, un peu marketing du nom, etc. C'était juste un nom en lien avec le crew qu'on avait. Ok. Et ensuite, quand j'ai vraiment voulu prendre le projet au sérieux, je me suis dit, iconique, c'est un nom suffisamment fort et presque. Bah, déjà, le mot iconique, personne Ouais. l'utilisait en France avant. Ouais, c'est vrai.
tu vois. Et c'était un nom qui n'était pas utilisé et je trouvais qu'il était très fort dans la connotation. Ça donnait un peu un truc presque folie des grandeurs. Ouais, iconique, tu vois, tu te prends pour qui, tu vois. Et justement, en fait, le truc, c'est que je voulais quelque chose de suffisamment fort pour justement comment dire, me libérer de croyances limitantes. C'est-à-dire, ah non, mais on va faire un truc tout petit, etc. Non, 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 on va faire un truc iconique, tu vois. Et genre, je me suis dit, ok, ça va me pousser avec même le nom à faire quelque chose de plus important, de faire quelque chose de plus ambitieux, tu vois. Et aussi, le mot iconique, il est compris dans toutes les langues. Donc en fait, enfin toutes les langues, anglophones, les anglophones vont comprendre. Je sais pas pour les Espagnols, tu vois. Mais je crois qu'ils vont plus ou moins voir de quoi je veux parler. Icône, c'est un mot qui revient, tu vois. Bah, vu que ça a une connotation déjà un peu anglophone, voilà. Tout le monde peut connaître c'est ça, exactement, tu vois. Donc j'ai choisi ça, ce nom pour ça. Et c'est vers 2014-15 que j'ai choisi ce nom. Et l'idée, c'est quand j'avais créé la deuxième version de mon site internet à l'époque. Parce que c'était un site et que j'ai eu pendant toute ma période d'étudiant. Comme vous, là, quand je faisais ce genre de trucs, j'avais un site internet. Donc en fait, je finissais mes cours ou mon alternance et j'allais chez Universal interviewer des artistes. J'allais dans des studios pour interviewer des artistes. J'avais déjà une petite équipe. Donc on était tous un petit peu, tu vois, dans différents domaines, tu vois. Tu vas voir, dans mon crew, j'avais des photographes, j'avais des gens dans l'art, tu vois, qui étaient plus des artistes. J'avais des rappeurs, tu vois. J'avais un peu tout ça et moi, j'étais un peu le chef d'orchestre et j'étais plus focus dans une période sur la mode. Parce que dans mon crew, il manquait un mec dans la mode. Et moi, je savais que je suivais bien cette scène-là. Donc, tous les créateurs de l'époque qui commençaient un petit peu à percer, j'étais vraiment dessus. Mais je chapeautais un petit peu le crew, tu vois. Et dans cette période-là, ça rapportait rien en termes de business, mais ça nous a donné des entrées. Tu vois, je faisais pas beaucoup de vues. Bon. Je faisais sur un mois, à l'époque, ça pouvait paraître OK, mais je faisais genre 20-30 000 vues par mois sur mon site. C'était pas énorme, mais en fait, ça m'a permis d'avoir tu vois, de faire des petits events avec Puma, Adidas, faire des interviews avec des artistes. Et surtout, pour les gens qui étaient dans mon crew, c'était un moyen pour nous, déjà, d'avoir un genre de soutien de groupe. Et ensuite, ça nous a tous permis de faire des trucs. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai eu un membre de mon équipe qui a travaillé ensuite dans la première version d'Ocalm. Tu vois, il a été parmi les premières personnes. Ça, c'est parce qu'il a joué justement sur le fait qu'il avait un média qui gérait la partie rap français, etc. avec moi. On a un autre qui, pour le coup, lui, a vraiment bien réussi. C'est devenu vraiment un photographe pour des grosses marques, streetwear, mode, etc. Lui, aujourd'hui, il vit de ça. Enfin, il a acheté une maison grâce à la photo, tu vois. Ah ouais. Il est big, il a plus besoin de moi, tu vois. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a réussi de son côté. T'en as un autre qui est journaliste toujours et qui est devenu social media avec moi toujours. En fait, t'en avais plein comme ça. On était plusieurs. Bon, après, t'avais un crew qui était c'était juste des journalistes, mais ils étaient avocats, tu vois. Ils étaient dans des formations d'avocats. Aujourd'hui, ils sont avocats, etc. Tu vois. Mais en fait, t'avais plein de gens qui voulaient faire des trucs et on avait besoin d'avoir un endroit où se rassembler pour ensuite se donner confiance. Et t'en as même une là qui travaille dans le luxe, tu vois, et qui écrivait des articles mode, j'ai oublié. Tu vois, c'est encore une très bonne amie à moi, tu vois. Aujourd'hui, elle travaille pour Louis Vuitton, tu vois. Donc en fait, le truc, c'est que des fois, quand tu lances des projets comme ça, il faut pas forcément se dire tout de suite combien ça va te rapporter. Je pense qu'avoir une dynamique de groupe, c'est bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, votre génération, c'est un peu différent. Je comprends, il y a les Twitch, il y a les TikTok et compagnie. Donc en fait, vous pouvez directement vous lancer seul. Mais la dynamique de groupe, c'est super important parce qu'en fait, vous allez vous soutenir, vous allez vous automatrixer. Tu vois, dans un podcast avec, je vais même pas dire podcast, mais bon, bref, je dis podcast, avec un membre du 667, c'est pas Freeze, un bon pote à moi, il m'expliquait comment, avec le 667, dans les années 2010, avant d'être ce qu'ils sont devenus, ils vivaient tous ensemble au même endroit et ils se montaient la tête, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils croyaient au même truc, c'est-à-dire théorie du complot, etc. Mais aussi, musicalement parlant, ils étaient dans le même délire, ils fumaient la même chose, ils buvaient la même chose. Et ça, en fait, ça a créé un truc tellement unique, à mon avis, que lorsqu'ils se sont présentés au monde, ça a été une dinguerie pour les gens, tu vois. Et en fait, je pense que la mentalité de crew, de groupe, c'est super important, au moins pour lancer les choses. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve que ça s'est perdu un petit peu, même l'entourage. Ce qui regarde bien, c'est ça. Tu vois ? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Du lycée qui veulent vivre leur rêve et à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça. Ils étaient tous ensemble pendant longtemps, ça rappait, enfin des Alpha One. Moi, j'ai des anecdotes de potes qui faisaient les open mic dans les années 2000. Il allait partout, c'était un crève la dalle. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Genre,
Pareil pour Nekfeu, c'était des crèves la dalle. Tu vois. de ouf. Ils étaient tous ensemble, ils faisaient leurs trucs, les Sneezy, les Jazzy Bass, etc. Et en fait, ils ont créé quelque chose de fort à une époque particulière où il y avait besoin de ça et ça a pété. Section d'assaut, pareil. Ouais, c'est pareil. Tu vois. Donc, Ok. ouais, le crew, c'est important. Et donc, du coup, pour finir, Iconic, ça s'est créé vraiment en 2014-2015 avec une notion de groupe. Et ensuite, lorsque les gens se sont trouvés, plus ou moins, et que moi, je suis parti de mon côté à Londres, bref, j'ai bossé un petit peu, j'ai voulu relancer Iconic, mais cette fois-ci dans les standards de l'époque pour que ça pète plus vite. Donc, c'est pour ça que après, j'ai fait des vidéos et ensuite, c'était le Crise Iconic que vous connaissez aujourd'hui. Ok. Et du coup, suite à ça, commencé à lancer des concepts comme le LSD. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui t'ont connu grâce au LSD. Ouais. Genre, par exemple, moi, j'étais connu comme ça en 2016. Ouais. Un truc comme ça, quand c'était l'époque Lil Pump, 6ix9ine, qui Ouais. commençait à péter. Et du coup, je voulais savoir comment tu as pu trouver ce concept qui a pu attirer déjà autant de monde sur ta chaîne. Comment tu as pu le créer Ok, bah en fait c'est simple. Déjà je voulais un nom lifestyle décodeur parce que à ce moment-là, je voulais parler de sujets plus variés sur ma chaîne, mais je savais pas comment YouTube fonctionnait. C'est-à-dire que je voulais aller sur aussi bien du... Et je l'ai fait en plus, et je le fais de temps en temps encore. Je voulais pouvoir parler de sport, de rap, ma spécialité on va dire, de mode, de gaming de temps en temps, et juste faire du storytelling, analyser mon sujet, parler aussi de business en parallèle, marketing, j'aimais bien un peu ce truc-là, pour que les gens comprennent un petit peu le fonctionnement du truc, parce que c'est là où j'étais mentalement à ce moment-là, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que à force de faire des vidéos et de proposer des concepts mode et rap, je me suis rendu compte que sur YouTube, il y a des formats qui marchent mieux dans certaines thématiques. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis dit, les gens préfèrent le rap, ça tombe bien, c'est là où c'est plus facile pour moi, tu vois. Donc du coup, je me suis surtout focus sur le rap. Mais de temps en temps, même jusqu'à aujourd'hui, tu peux le voir, je tente des trucs en dehors du rap, genre Usain Bolt. L'année dernière, j'ai fait une grosse vidéo sur lui. J'ai beaucoup aimé la vidéo, mais l'audience s'en foutait. Tu vois, j'ai fait presque 50 000 vues sur la vidéo, c'est pas beaucoup par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Il m'arrive encore de faire des vidéos mode. J'avais fait Cortez il y a 2 ans. Et de temps en temps, je pense que je vais retenter encore, tu vois, genre dans le MMA ou quoi. Mais le rap, c'est vers là que j'ai été. Parce qu'à ce moment-là, sur YouTube, ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais ça n'existait pas vraiment les youtubeurs rap en fait. Limite, il n'y en avait pas en fait. Il y en à avait... part Bouscapé, moi tu vois, de ce que je connais, à part Bouscapé que je suivais, j'avais pas d'autres, surtout même rap US, que toi t'es beaucoup plus spécialisé rap US. À chaque fois t'étais dans les recommandés en mode Iconic. Il y a Iconic qui rappe, ça. Du rap. Et moi en plus à l'époque, que si je me suis focus après sur le rap US, c'est parce que je me suis dit, mais en fait le rap français tout le monde connaît. Enfin, c'est la mentale que je captais pas en fait. J'ai pas la mentale de ok, il y a peut-être 300 000 personnes qui vont regarder ta vidéo. En vrai, les gens, ils sont pas tous sur Niska. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. À l'époque, tu te dis pas ça. Tu te dis, non, mais il y a déjà Bouscapé, il y a Rap Elite, il y a... Pour moi, il y avait plein de sites rap, en fait. Plus ça allait, en plus les médias, il y en avait de plus en plus. Et du coup, c'est ça. Tous les cas, à l'époque, je me disais ça. Mais en fait, c'est pas du tout la bonne manière de voir les choses. C'est juste que les gens, ils avaient de l'actu à l'époque, mais ils n'avaient pas le recul sur certaines personnes. Et en fait... Moi, je me suis dit, les gens n'ont même pas de contenu sur le rap US. En fait, nous, on avait des sites quand on était ado, mais ils ont fermé ou quoi, tu vois. Et il n'y avait rien à ce moment-là. Sur YouTube, il n'y avait pas de vidéo rap, à part un YouTuber sombre comme ça, là, mais il a disparu. Il parlait de rap et tout, j'ai oublié son nom. Et en fait, quand moi j'ai commencé, je crois, peut-être 2 ou 3 semaines après, il y a eu le règlement. Donc en fait, il n'y avait que moi et le règlement. En fait. Pour moi, j'avais que la référence du règlement et de moi. Et c'est pour ça que quand je fais mon format, c'est de la vulgarisation parce que moi, je m'appuie sur ce qui existait déjà sur YouTube. Il faut que quand je parle de rap, les gens comprennent ce que je raconte. Donc il faut que j'explique. Tu vois, et j'aimais bien le fait d'expliquer des choses. Mais sinon, il n'y avait pas de YouTuber rap. Donc j'ai commencé comme ça et j'ai attaqué la niche. Pas des anciens de mon âge de l'époque. Enfin, je suis pas très ancien avec le recul. J'ai 26. Je me calme. Mais à l'époque, tu vois, genre, quand je commence à parler de Lil Pump, 6ix9ine et compagnie, pour les gens de ma génération et les plus vieux, c'est pourquoi ils parlent de ces rappeurs de merde. Tu vois. Tout le monde me disait, mais tu parles de rappeurs de merde. Je dis, mais moi, je veux pas vous parler en fait. Parce que c'est facile pour moi de parler de Tupac. Ça y est. Frère, c'est bon, ça y est. Je me dis, moi, je veux parler aux kids. Moi, je veux que. Voilà, exactement. Moi, j'ai dit, vous, je veux vous parler de Kendrick. Enfin, j'ai sorti une vidéo récemment sur Kendrick. Les gens voient que j'ai suivi Kendrick depuis 2010, je sais pas combien. C'est bon, je peux parler Kendrick, tu vois. Mais j'avais fait quelques vidéos au début. Je me suis rendu compte que j'ai testé la nouvelle génération, genre Lil Pump, 6ix9ine et compagnie.
Et j'ai vu qu'il y avait un jeune public sur YouTube qui était vraiment sur les vidéos, qui était vraiment dédié. Et je me suis dit, je veux créer un rendez-vous d'abord pour eux. Donc en fait, c'est votre génération que je visais, tu vois. Je me suis dit, je veux plutôt eux, parce que eux, ils sont déjà ouverts d'esprit. Ils regardent YouTube. Ils vont pas être dans des postures d'anciens, de je sais pas quoi, parce que déjà, moi, à l'époque, ça me saoulait. Ouais. Je vais pouvoir leur parler. Et quand j'aurai fini de leur parler, quand je vais attaquer les sujets old school, ça va être facile. Je sais où aller, je sais quoi regarder, je sais faire. Ouais, t'avais déjà expertise de ça. Donc... Exactement, c'était facile. Et pour moi aussi, en vrai de vrai, à cette époque-là, c'était cool parce que ça me permettait de découvrir vraiment la nouvelle génération. Et en vrai, avec le recul, c'était cool. Parce que t'avais des rappeurs, en fait, qui étaient complètement différents de ce qu'on avait l'habitude de voir, qui se présentaient différemment. Et en fait, c'était même un plaisir en termes de musique d'écouter des choses différentes, tu vois. Ouais. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai ciblé cette nouvelle génération-là. Et ensuite, petit à petit, de temps en temps, je leur montrais que je savais ce que je pouvais leur parler de leur rappeur de boomer, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je peux le faire, tu vois, mais c'est juste, je préfère parler tout de suite de 6ix9ine, tu vois. Ok. En vrai, c'est un peu compréhensible du coup. Ouais. Tu vises la nouvelle génération parce que si tu te mets sur YouTube et tu vas viser les anciens, bah ils sont pas forcément non plus sur la plateforme, enfin beaucoup moins que nous. Bah à l'époque, c'est vrai, ils étaient moins sur la plateforme et surtout ils sont beaucoup moins ouverts d'esprit. Ouais, ah ouais, aussi. Beaucoup moins, parce que vous êtes ouverts ensuite. Surtout à l'époque, t'as quel âge sans discussion ? Là j'ai 21. T'as 21, donc à l'époque peut-être tu m'as découvert, t'avais quoi, 14 ? C'est une dinguerie. Ouais, 13 ans je crois. Putain, je suis vieux. Moi j'avais 26 quand j'ai commencé. Là t'as quel âge, tu m'as dit ? J'ai 21. Ouais. Donc c'est-à-dire que t'es même pas... Putain, 21. Ça va faire ouais, bientôt 10 ans. Quand je commence, j'ai 26, tu vois. Donc je commence déjà YouTube tard pour l'époque. Ouais. Quand t'es adolescent, jusqu'à 25 ans, t'es vraiment ouvert musicalement à écouter de nouvelles choses. Ouais. Et très souvent, quand tu travailles pas dans le domaine de la musique, quand tu passes cet âge-là, vas-y, t'as tes bases. Les artistes qui t'ont marqué réellement dans ton adolescence, que tu vas écouter toute ta vie. C'est comme ça, même le cerveau, il y a vraiment des études là-dessus, tu vois. Et en fait, toute ta vie, tu vas écouter ce qui t'a marqué à une certaine époque. Et de temps en temps, tu vas aller piocher des artistes, des nouveaux artistes. Tu vois. Moi, j'avais conscience de ça. C'était difficile de plaire à un mec de 35, tu vois, à moins de lui parler de ses références à lui. Donc, toi, tu vas être ouvert à écouter à ce que je te parle des artistes que tu kiffes maintenant. Et quand je vais te parler de ces artistes-là, je vais mettre des références à des artistes qui étaient là avant, parce qu'ils se sont inspirés de quelque part. Et ensuite, lorsque je te parle je sais pas moi, du Wu-Tang, tu vas cliquer, tu vas dire, ah, c'est le truc des anciens. Tu regardes quoi. Bah, du coup, je pense qu'on a un peu fait le tour de Iconic en soi. Il y a un nouveau podcast qui est sorti avec Balou, CKO. Est-ce que tu peux nous parler un peu de CKO, de comment est venue l'idée de ce média-là, qui est maintenant un peu la référence, on peut dire, dans le milieu du rap FR, où vous avez tout explosé, première vidéo 200 000 vues, avec Yakola, incroyable. Donc comment est venue cette idée de CKO ? De base, ça faisait longtemps que je voulais refaire quelque chose avec Balou. Après, on a nos vies, on a nos trucs. De son côté, il avait un peu quitté les réseaux pendant un moment, il est revenu. Et au départ, moi, je voulais faire même un podcast un peu... même hors rap, tu vois. C'est genre juste on se catch up. Genre, de temps en temps, on se voit, on fait des vidéos juste lui et moi, on parle de ce qu'on fait. Et on sait qu'il y a des gens à qui ça intéresse. Et ça peut être cool de dire, ah, on a fait ci en ce moment. Ah, c'est dur quand même ce qu'on est en train de faire. Ah, mais ce concept, c'est chaud. Ah, mais t'as vu, j'ai perdu de l'argent là. Ah, t'as vu qui m'a fait ça. En fait, juste en mode montrer un peu les backstage de nos projets, tu vois. Et au début, c'est ça que je voulais faire. Ensuite, on s'est rendu compte que sur le paysage rap français, il n'y avait plus grand chose. Il n'y avait plus grand chose en termes de médias. Il y a des médias qui continuent à faire le truc. Tu vois, par exemple, Le Code en soi, c'est toujours des interviews, tu vois. Mais en termes de format, ça faisait peut-être trop promo, tu vois. Les gens étaient en train un peu de décrocher, je trouve. En tout cas, c'est mon point de vue. Ensuite, tu avais quoi d'autre ? Tu avais. Après, t'as Click avec Mouloud de temps en temps. Voilà, ça, c'est un format un peu plus télévision. Donc, c'est pas mauvais. Et en plus, c'est pas visé que sur le rap. C'est pas que visé sur le rap, c'était pas aspect rap. Et les artistes, je trouve qu'ils avaient pas toujours l'air très à l'aise avec ce type de format. Tu vois, il y a cette fameuse interview de Gazo là-bas où on sent qu'il cherche ses mots, ça va pas trop, etc. Donc en fait, il y avait plus beaucoup de formats. Et puis Bouscapé était dans une période où ils étaient en train de se chercher. Moi, je bossais avec eux aussi à ce moment-là. J'avais un format là-bas. Donc je sentais qu'il y avait vraiment une période de tâtonnement, on va dire, dans les médias rap. Et en fait, on s'est dit, bah vas-y, pourquoi pas relancer quelque chose pour le rap français, avoir plus un truc où
on propose quelque chose, et comme il y a plus d'actualité sur le rap US, parler de rap US, parce que les gens aiment nous entendre parler de rap US, rigoler, etc., tu vois. Mais dans l'idée, c'était de proposer un format podcast à l'américaine. Parce que le podcast qu'on fait là, en vrai, nos références, c'est aux US, tu vois. Dream Champs, Gilly et Wallo, The Brilliant Idiot, Cameron et Maze. C'est des podcasts, en fait, avec deux personnalités fortes, qui se ressemblent mais qui sont différentes, qui débattent d'actualité, tu vois, qui proposent ici du divertissement, en fait, tu vois. Je voulais pas faire un truc de bibliothécaire. Oui, alors à tel moment, vous vous en foutez en vrai. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir de l'info et passer un bon moment aussi, tu vois. Et puis les formats de bibliothécaire, en vrai, tu regardes Iconic, il y a ce qu'il faut, tu vois. Je l'ai fait, tu vois. Alors, Kendrick Lamar en 2011, tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, je trouve, tu vois, CKO, ça devient, c'est même plus naturel. Il n'y a pas de promo, enfin, c'est plus sur leur vie d'avant, sur leur vie de maintenant, sur. Vous allez faire quand même de la promo parce qu'ils bien sûr des trucs, mais c'est plus élargi que ce qu'on voit. C'est totalement ça. Et ça, c'est trop. Mais ça, c'est trop bien, tu vois, moi qui est un pur consommateur de rap FR, bah, je regarde les interviews parce que c'est les plus intéressantes. Moi, c'était un truc qu'on s'était dit, c'est qu'on veut pas que ça ait l'air d'être de la promo. Tu vois, on veut un truc naturel. On veut des gens qui veulent venir, qui veulent chiller avec nous, qui veulent commenter l'actualité, qui veulent donner leur avis un peu sur tout, qui veulent parler d'eux, de leurs réussites, leurs échecs. Tu vois, ce que Codes a fait par exemple dans le podcast, se livrer de la manière dont il s'est livré, c'est des choses qui sont assez uniques. Tu vois, Chebet, nous-mêmes on est choqués, tu vois. Parce qu'en fait, Chebet, pour donner son exemple, déjà il est dans le quartier où on était, hein. C'est son quartier, là où est-ce que les bureaux d'Iconic sont. Ouais, tu sors là, si tu te balades bien dans la journée, tu tombes sur Chebet tous les jours, tu vois. Genre tu le vois là, Leto il était à côté. Ah mais oui, Leto, oui, il est pas loin, même lui il est pas loin. Quand je sortais des fois pour acheter des trucs au Franprix pour le bureau, je croise Leto et là, je passerai bien. Genre, tu les vois, c'est leur quartier en fait, tu vois. C'est juste que c'est un quartier qui à la base était très street, qui s'est gentrifié. Tu vois, donc maintenant c'est un peu mieux. Mais c'est des gars qu'on croisait souvent, donc il m'arrivait de leur parler et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a proposé à Chebet de venir, nous, c'est pas notre génération. Tu vois, genre, on connaît, on a écouté, mais juste comme des mecs de 25 ans déjà. Tu vois, j'avais 25 ans quand ils sont arrivés. Donc tu t'imagines que dans ma tête, c'est la nouvelle génération, tu vois. Donc c'est vraiment des artistes que je me dis, ok, vas-y, c'est le truc des typeux maintenant, c'est ce qu'ils kiffent, tu vois, XV Barbare, moi je les avais écoutés avec Niska sur Car Jacques Chirac, parce que j'aimais vraiment bien Niska pour le coup. Mais je veux dire, c'était vraiment propre à une époque, mais c'était pas moi je vais pas te raconter des salades. J'étais pas là à attendre les mixtapes de XV Barbare, à suivre tout ce qu'il faisait. Mais en fait, quand on a fait le podcast, et quand j'en ai parlé, tu vois, souvent soit à mes alternants, stagiaires ou quoi, ou même à des young, des jeunes un peu, tu vois, de cette génération-là, je me disais, mais vous te rendez pas compte, gros, Chebet, c'est une dinguerie, tu vois. Et en fait, quand il vient dans le podcast, il nous raconte toute son histoire comme il a jamais fait. T'as vu, on n'a quasiment pas parlé. Il est venu préparé, il a débité pendant 2 heures, il était inarrêtable. Et il a dit toute son histoire. Et nous, à la fin, on s'est dit, putain, le podcast, c'était vraiment lourd. Les plus jeunes, la génération de l'artiste va kiffer, tu vois. Et ça a cartonné. Parce qu'en fait, ça a parlé à votre génération, tu vois. Moi j'étais un gros fan de Lacrim. Et je le suis un peu moins parce qu'il sort beaucoup moins de choses, etc. Mais quand j'ai vu l'interview avec Lacrim, où je voyais que, même si il en avait déjà parlé dans une interview, mais vu que c'était plus naturel, t'arrives mieux à accrocher toute son histoire et tout ce qu'il va dire ensuite. En fait, c'est ça qui est trop bien avec CKO, genre ce que vous avez créé. C'est vraiment ce qui manquait à la scène rap. Je pense pour les nouveaux médias même qui veulent se lancer, c'est comme ça qu'il faut prendre le truc. C'est proposer quelque chose de très naturel maintenant. On était dans des trucs très carrés ou quoi, tu vois, mais tu vois par exemple ce que tu fais là, Twitch, ça a du sens. Tu vois, les gens veulent de la spontanéité, ils veulent que ça soit naturel, ils veulent voir les artistes dans des formats où ils sont capables réellement aussi de dire ce qu'ils pensent, tu vois. Et aussi que l'intervieweur puisse réellement dire ce qu'il pense, mais c'est un exercice difficile aussi pour l'intervieweur de... Il faut créer une relation, un truc, et puis parler au bon moment, tu vois, c'est « Ah ouais, j'aime bien ce que tu fais, mais là, j'avoue quand même, je suis pas trop d'accord, j'ai besoin que tu m'expliques. » Et là, lui glisser le truc, c'est dur. Parce que l'artiste aussi, il va faire l'effort de venir. Tu sais qu'il vient pour toi, donc tu veux le mettre à l'aise. Tu veux pas non plus le froisser parce que tu vois ce que je veux dire, il y a trop de choses qui rentrent en jeu qui fait que c'est difficile de froisser l'artiste. Bah moi des fois de temps en temps
suis un peu gêné parce qu'il y a des questions que j'aimerais bien poser, mais est-ce que Ouais. j'ai la légitimité de la poser ou pas, tu vois? Ouais, mais c'est Et normal. après, là, je suis encore un jeune média sur Twitch, donc Ouais. on va prendre Tu son apprends temps. petit à petit. Ouais, c'est ça. Et comment t'as pu. Enfin, même l'idée de la DA, genre de la DA boxeur, Ah, d'où c'est venu ça? alors en fait, on est au moment où on crée le média, c'est le moment où le MMA pète et tout et tout. Et on se dit, ouais, c'est cool, ce serait cool de s'inspirer de la DA des sports de combat. Ça, c'est la première Ouais. chose. Ensuite, deuxième chose, l'idée, c'est que on a créé Sikeo un petit peu dans une mentale de conquête. Tu vois, on Ouais. s'est dit, Iconic, ça continue à grandir ou quoi, mais tu vois, c'est se payer, on est carré, hype, enfin, on est dans notre truc et tout, tu vois. Donc en vrai, on calcule pas trop ce qui se fait dans l'écosystème. Nous, on Ouais. continue à faire notre truc. Je suis youtubeur en vrai aussi, donc c'est un peu différent. Balou, il avait complètement quitté le monde des médias rap. Et en fait, on arrivait avec ce truc, on les connaît tous, hein, les médias rap, tous les bousquet, enfin, tu vois, je bossais avec Ouais. eux. Mais on avait ce truc, on se disait, mais ils nous sous-estiment quand même, tu vois. C'était un peu drôle, mais tu vois, mais en mode compétition, tu vois. Ouais. On se dit, mais en fait, si moi et Balou, on se met ensemble, on vous éteint. C'est vrai, tu vois. On Et s'est c'est dit vrai. ça. On va vous éteindre, les gars, parce qu'on est les favoris du public. Balou, il a une énorme audience sur tous les Ouais, de réseaux. ouf. Moi, c'est très spé-rap et les gens me suivent depuis longtemps. Je me dis, mais les gars, c'est cool et tout, on vous aime bien. Mais en fait, si on se met ensemble, ça va être dur. Et c'est mort. Ça va être mort. Et moi, je me rappelle, bah, j'ai des gars à moi un peu partout. Et je leur envoyais des messages, même à des gars à moi chez Bouscapé, tu vois, qui bossaient avec moi. Je dis, gros, préviens les gars là-bas, on arrive. On arrive. Plusieurs mois avant qu'on arrive. Je dis, dis-leur qu'on arrive. Ah ouais, bon, vas-y, les Ouais, ils ont Américains. pris ça à la légère. Gars, on arrive. Là, on commençait à teaser en septembre. Ouais. Les gens sentaient le truc. Et dès qu'on est arrivé, on a dit, ok, c'est à nous maintenant. Et ouais. Tu vois, c'était un peu ça l'idée. C'est pour ça qu'on est arrivé avec cette DA très combative, etc. Donc c'est pour ça. Même Ok. culture knockout, on va mettre un KO la culture. C'était un peu le but, tu vois. Bah après, c'est un peu ce qui est arrivé, hein. Sans Parce qu'il mentir. arrive. Ils ont tous retourné leur veste. Ah ouais, de Tous ouf. revenus nous voir. Ouais, moi je savais. Je dis, ouais, tu savais, hein, c'est ça. Menteur. Même d'avoir Booba, genre. Ouais. Bah, lui, à la Je pense. base, c'est des barres. Bah Bah, ouais. à la base, quand il a vu nos annonces sur Twitter, il nous a contactés. Il a dit, hey, les gars, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Tu vois. Ah ouais, direct. Ouais. Trop bien. Direct, tu vois, il nous a dit si vous avez besoin d'aide, je suis là, etc. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à bosser aussi avec sa manager, tu vois, Ok. Anne Cibron, qui est pour moi, à titre personnel, une légende dans l'industrie du rap français globalement, tu vois, au vu du travail qu'elle a fait avec Booba. Et même quand tu regardes en vrai les U Arena qu'il a remplis, tu vois, c'est un Ouais. travail d'équipe en vrai, tu vois. Il y a Ouais. la star, le talent qui est là, un talent assez particulier parce que c'est quand même 25 ans de carrière, 30 Ouais, ans de de ouf. carrière, etc. Donc voilà, c'est pas n'importe quel talent, mais autour, il y a une vraie équipe. Et en vrai, il nous a dit, les gars, si vous avez besoin d'aide, il y a Anne, il y a des équipes. Et en vrai, sur la partie business plus, si vous avez besoin de renfort là-dessus, n'hésitez pas, tu vois. On a commencé à connecter avec elle de cette manière-là, et avec l'équipe, et avec lui, du coup. Et, euh, et tu veux me parler de son interview, c'est ça? Ouais, on peut en parler. Ouais, bien sûr. En fait, quand on fait l'interview, pour nous, l'idée, c'était de faire une interview un peu en mode, tu vois, enfin, je pense pas que vous avez la référence, mais aux US l'année dernière, il y a une interview qui a fait, qui est juste l'interview la plus regardée de tous les temps aux US, enfin dans le monde. C'est une interview avec un comédien qui s'appelle Cat Williams, Ouais. qui en gros a prédit tout ce qui allait se passer un peu dans l'année 2024. Il a dit que Didi, il a dit ah, tous les déviants là, de l'industrie, vous allez Ah oui, tous j'avais vu des tomber. extraits sur Ce TikTok. gars-là, voilà. Ouais. Donc c'est une Ok. interview sur Club Shay Shay. L'interview qu'il a faite et les révélations qu'il a faites, c'était du jamais vu. Et en général, on ne s'attend pas à avoir un invité dire autant de vérité, ou du moins sa vérité à lui, Ouais. publiquement de cette manière-là. Et en fait, l'idée, le concept de l'interview, c'était ça en fait. C'était, mais finalement, tout le monde, enfin tout le monde, quelques médias l'ont eu en interview. Et au final, il n'y a pas eu. En fait, il n'y avait pas les réponses aux questions auxquelles on se posait. Ouais. Parce que les gens ont peur, j'en sais rien, tu vois. Mais nous, on s'est dit, si on a Booba en interview, l'idée, c'est de lui poser les questions sur absolument tout ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé avec Damso? Qu'est-ce qui s'est passé avec Shai? Qu'est-ce qui s'est passé avec Benash? Qu'est-ce qui s'est passé avec Nesbill? Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Caris? Qu'est-ce qui s'est passé avec Lafouine? Pourquoi tu es comme ça sur Twitter? Nous, après, c'est des questions de OG dans les années de 90-2000. Ouais, t'étais allé aux US, où est-ce que t'étais allé? Où est-ce que t'as traîné? Qui est-ce qui t'a inspiré?
Il avait fait un featuring avec Tony Parker à l'époque. Nous, on voulait savoir, tu vois, parce que nous, on est de la génération, on avait peut-être 15 ans quand il a fait ça. Donc, nous, déjà, à l'époque, Booba, on le voyait en 3D, tu vois. Ça, c'est des questions de gamin qu'on lui a posées parce que c'est Après, nos. c'est votre génération. C'est ça, exactement. Tu vois, on lui a posé beaucoup de questions sur cette génération-là. Sa relation avec Mala, sa musique, où est-ce qu'il va, la DA. Tu vois, ce qui est vraiment revenu, c'était la DA. Et en fait, il a dit, moi, je réponds à tout. Oui, je vais répondre à tout. Et en fait, il s'est lâché, il a dit tout ce qu'il pensait, tu vois. Ouais. Si tu regardes bien dans les interviews qu'il faisait ailleurs, là, il en faisait pas énormément, mais toutes les interviews qu'il a faites depuis les 5 dernières années, j'ai pas l'impression qu'on lui posait pas les questions. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec Damso, tu vois. Ouais. Bah même juste avant de vous voir, il était avec PFUT, je crois, Oui. le streamer. Ouais. Où tu voyais, en fait, c'est un mec qui est tellement naturel dans toute la manière qu'il va faire, de ce qu'il va dire. Ouais. On dirait il s'en fout tout, genre, je vis ma vie, et voilà quoi. Bah, je pense que c'est aussi un truc, c'est qu'il a fini le jeu. Ouais. T'as fini le jeu, maintenant tu vas dans des sketchs secondaires pour faire des trucs différents, tu vois. Il se dit, ok, bon, il y a des petits là, ils veulent lancer un média, vas-y, je vais leur donner de la force, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais je pense que c'est surtout ça, tu vois. Même vous avez reçu Tiakola en premier, sur la toute première émission. C'était un choix d'avoir Tiakola en première émission ou... Ouais, en fait, Tiakola, il est à peu près de ta génération. Ouais, donc en fait, il a grandi avec nous aussi, c'est bizarre. Donc en fait, il devait faire la promotion de son excellent projet, là, j'ai beaucoup aimé. Bienvenue dans le milieu, ouais. BDLM. En fait, il s'est dit, moi, dans la promo, il y a 2 gars que je veux faire, c'est Chris et Balou. Et on lui a dit, ça tombe bien, on lance quelque chose, tu peux être notre premier invité. Ok. Et en fait, on s'est dit, ça va être parfait parce que en fait, il va pouvoir donner le ton à l'émission. C'est-à-dire, on voulait que les artistes, quand ils viennent chez nous, ils se sentent libres de parler comme ils parlent, tu vois, sans qu'on les reprenne. Ouais. Sans qu'ils soient dans une posture journalistique de oui, alors oui, je il faut être parler. droit. Ouais, tout. voilà, non, tu parles comme tu parles, on rigole. Tu vois. En plus, il nous connaît, donc dès qu'il arrive, il débat direct. Ouais, mais vous êtes là, fan de Lil Baby, mais vous avez vu, il est chaud. Tu vois, direct, s'il arrive, il est là-dedans, tu vois. Donc en fait, c'est la famille, tu vois. C'est pareil avec Gazo et son équipe. Ouais. Quand ils viennent, on est déjà en train de rigoler. On se connaît, tu vois. Donc quand ils vont se poser, on leur donne des micros, on va rigoler, tu vois. On se dit, ok, le podcast, il va être drôle. Tu vois, en fait, c'est ça. L'idée, c'est de passer du bon temps avec les artistes et essayer d'en tirer un maximum d'informations. Ok. Après, même le côté naturel, même d'avoir des fauteuils aussi larges, aussi. Tu vois, ça fait naturel. Ça fait même, vas-y, on est posé, on est autour d'un café, on boit un truc et on parle, quoi. Exactement. Tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intro carré de fou. Ouais. C'est juste moi qui fais les sorties de vidéos à la fin. Oui, suivez-nous là, nanana. Mais en général, tu vois, c'est très simple. C'est ouais, bon, on commence. Tu parlais de Gazo, j'avais regardé l'interview et au début, il y avait un problème de son. Putain, c'est relou ça. On est d'accord. Ouais, il y avait un problème. Il y a eu un sale décalage. Ouais, parce que je sais ça, pas comment vous postez, mais j'avais vu que vous postiez genre limite un faux direct sur YouTube. Oui. En fait, quand tu postes sur YouTube, tu peux poster en faux direct. Ouais, en fait c'est YouTube, tu as le choix. J'ai oublié le terme exact. Mais en gros, tu peux programmer et le sortir comme une vidéo normale. Ouais. Ou alors, tu peux le mettre en faux stream et laisser les gens commenter derrière. Okay. Et ça nous permet aussi de mesurer le nombre de gens qui sont là en direct, voir si la vidéo est populaire ou pas, ce genre de choses-là. Donc ouais, mais c'est différent. Le problème de micro, c'est les problèmes de start-up. On se lance et tu vois, on a un studio avec lequel on bossait. D'ailleurs, bon, c'est mes gars, ils sont très bons dans ce qu'ils font. C'est Podspace, mais c'était pas forcément toujours adapté à nos besoins. Okay. Et nous-mêmes, on travaillait en flux tendu à ce moment-là. Donc on enregistrait énormément. Tu vois, le soir, on fait l'épisode de Gazo. On a fait Diddy Stone juste après. Donc des fois, tu vois, il pouvait y avoir de la qualité qui se perdait ici et là, mais ça, c'est la faute de... Je dirais, nous, on est les boss, donc c'est de notre faute. Mais c'était parce qu'on enchaînait énormément. Il y a des petits détails qui nous laissaient... En plus, c'était vraiment le jour où vous l'avez sorti, le dimanche soir. Ouais. Et je regarde ma copine, il y a un décalage de son là, on est d'accord. Désolé pour ça, les gars. C'est quoi la vidéo qui t'a le plus marqué? Enfin, l'interview qui t'a le plus marqué? Parmi tous les podcasts qu'on a fait, en dehors de celui de Booba, parce que pour le coup, c'était marquant. Même être là, l'avant, l'après, c'était marquant. Il y en a plusieurs. J'ai beaucoup aimé celui... En fait, j'ai beaucoup aimé globalement les podcasts, mais peut-être celui qui m'a le plus... Enfin, il y avait celui de Malik Bentala que j'ai beaucoup aimé. Ah oui, c'est vrai, vous avez eu Malik Bentala. On avait bien rigolé et tout. C'était vraiment l'esprit podcast que j'aimais bien. Youssoupha, j'avais beaucoup aimé. Parce que Youssoupha, il est comme moi, on parle bien, on parle beaucoup. C'était lourd. En plus, c'est un rappeur qui m'a
qui m'a beaucoup marqué à titre personnel. Et ouais, non, globalement, je sais pas. Je sais pas. Je pourrais pas te dire un en particulier. Ok. Pour finir avec CKO, c'est quoi les projets futurs avec CKO? CKO? Ouais. Continue à développer des formats, moi et Balou, parce qu'on va essayer de sortir aussi du studio de temps en temps. Ok. Donc faire des choses à l'extérieur. Mais ce sera toujours le podcast, le main event. De temps en temps, faire des choses un peu différentes. Aller à la rencontre du public, faire des choses avec un public, Ok. rigoler avec eux, faire Ouais. des trucs cool. Et essayer de mettre le plus possible en avant aussi les nouveaux talents via notre format freestyle. Ok, ouais, Donc ça, c'est un truc qu'on va vraiment mettre en avant, qu'on va organiser, on va encore un peu plus structurer la chose parce que pour l'instant, on a beaucoup de demandes et on a encore un peu de mal à se dépatouiller au milieu de tout ça. On va essayer d'organiser un peu plus et faire plus de freestyle, plus de découvertes d'artistes et faire des formats de temps en temps un peu plus fun, quoi. Vous allez faire des formats stream vu que je sais que Balou est sur Twitch. Est-ce C'est une bonne question. Ouais, je pense qu'on va le faire à un moment donné de temps en temps, tu vois. Sur des artistes qu'on aime bien, enfin sur des actualités, sur des moments particuliers, on va le faire. Ok. Ouais. Par exemple sur des événements ou autres. Ouais, de fou. Ok. De fou sur des événements aussi. Ouais. T'as des artistes que tu pourrais nous conseiller à suivre de près là en 2025 qui arrivent? Ok, sur le rap français rap US, les deux. Ouais. Sur le rap français, je mettrais. J'ai bien aimé récemment Untrill. J'en ai parlé dans un podcast. J'ai bien aimé. Et ça, c'est Amaury, bah, tu le connais, qui m'en a parlé. Ouais. Et pour le coup, j'ai bien aimé quand même si c'est pas un truc que j'écouterais moi tout le temps à titre personnel, mais j'ai trouvé ça suffisamment original et différenciant et avec un vrai potentiel. C'est H Jeune Crack, que je trouve vraiment bon. Bon, c'est pas nouveau, mais j'aime bien le dernier projet de Guido Besbar. Dans le rap US, j'ai moins de mecs nouveaux, mais des gens qui pourraient être intéressants que j'écoute moi à titre personnel. Il va y avoir Sauce Walka, que j'écoute beaucoup. Max O'Crim, c'est des rappeurs de Houston, qui sont big là-bas dans leur état, ils sont gros, tu vois. Ouais. Après, tous les petits là de New York, là, les drillers et tout, c'est pas ce qui me marque le plus. Mais je sais qu'il y a des mecs que j'ai écoutés récemment, que j'ai bien aimés, mais je les ai plus en tête. Et puis en ce moment, je suis tellement en train de poncer les Kendrick, Drake et compagnie pour mes vidéos, je t'avoue que je suis sur des anciens trucs. Mais ouais, j'irais ça. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, tu parles de Kendrick, t'en as pensé quoi de qu'il fasse Not Like Us au Super Bowl? Je sais que t'as un avis assez tranché là-dessus. Ovio Chris. Non, mais pas tant que ça. En fait, je sais pas, je trouve que les gens, je trouve qu'ils captent pas mes nuances. En fait, j'ai pas bien aimé. Sikio en plus. Je sais plus. Après, sur Sikio, je fais aussi de la comédie, il faut dire la vérité. J'aime beaucoup la comédie parce que c'est le show. Je sais plus ce que j'ai dit sur Sikio. En plus, j'aime pas remater mes clips. Donc, je vois des fois des gens me clasher sur les commentaires. Je dis, allez vous faire foutre. Je sais pas ce que j'ai dit, mais allez vous faire foutre, commentez. Tu vois, je m'en fous, tu vois. Mais en vrai, ce que j'ai dit, et j'avais fait un commentaire à chaud du Super Bowl, je trouve vraiment ça déjà super cool que Kendrick l'ait fait. Je suis fan de Kendrick en vrai. Ouais. J'ai beaucoup aimé le Super Bowl. J'ai trouvé ça visuellement cool. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est qu'il célèbre un peu plus l'entièreté de son catalogue. S'il l'a pas fait, c'est pour des raisons claires. C'est pour, on le sait en vrai, dans l'industrie, on connaît, c'est les éditions. Il est au Super Bowl, il n'est pas payé pour être là, donc il va surtout jouer des morceaux de son nouveau catalogue qui lui appartient. Ouais. Donc il a aussi conscience de ça, tu vois. Il sait que les streams vont être boostés après l'événement. Donc il s'est surtout concentré sur JNX, tu vois. Il a même pas fait beaucoup de morceaux de Mr. Morales et Big Steppers. Je crois même pas qu'il en ait fait d'ailleurs. Il a fait soit ça et soit des gros classiques qu'il a fait avant chez TDE. Mais ça on lui aurait reproché de pas le faire, tu vois. Donc voilà. Ce que je dis juste, c'est que je trouve que pour un moment de célébration comme ça, j'aurais déjà préféré qu'il fasse un peu plus de morceaux de son back catalogue, mais je comprends son choix. Et surtout, je trouve que c'était trop orienté sur Drake. Je trouve ça cool qu'il ait fait Not Like Us, et s'il l'avait pas fait, je lui serais tombé dessus. Parce qu'en mode, tu t'es chié dessus en fait. Fallait que tu le fasses. Ouais. Mais je trouve que entre Not Like Us, Euphoria, la présence de Venus Williams, et en plus le petit moment, c'est Trying to Sue, donc une petite référence à Drake, je trouve que ça tournait trop autour de Drake. J'aurais préféré que ce soit une célébration où à la fin on se dise, ok, c'est vraiment une célébration de Kendrick, et derrière il y a eu un petit pic à Drake, comme il aurait dû le faire à la fin tu vois. Ouais, même il a fait des regards cam dès qu'il ouais, c'est cool et tout, j'aime bien. En vrai, je kiffe. Moi, je suis un fan. En vrai, je kiffe. Je dis que ça me vénère et tout. Je sais plus ce que je dis, mais en vrai, je m'en fous. Ouais. Tu vois, en vrai, j'aime bien. Le spectacle, et du coup, JNX, je l'écoute encore aujourd'hui quand je suis solo. Voilà, mais c'est juste que je trouve quand même que les gens ont tendance à. Enfin, je trouve que Kendrick déjà
c'est un peu trop focalisé sur Drake. Ouais. Et je trouve, bah après c'est normal, c'est un truc de partisan. Je trouve que les gens étaient trop en mode. Enfin, les gens ne sont pas très ouverts à la critique quand il s'agit de Kendrick Lamar. Comme tu peux le voir dans mes commentaires parfois. Ouais, je voulais revenir aussi un petit peu sur Balou. Ouais. J'avais une question. Bien C'est sûr. quoi ses défauts? Les défauts de Balou. Ouais. Ah, c'est une très très bonne question ça. Hein. En fait, déjà, je tiens à dire un truc, c'est que Balou me complète de ouf sur CKO, tu vois. Parce que j'allais dire, ouais, vous complétez bien. Et du coup, Ouais. c'est quoi ses défauts? Ouais, bah, du coup, je t'explique en quoi il me complète bien et ensuite je vais ressortir les défauts du frérot. Le défaut en particulier, en fait, c'est quelqu'un qui, déjà, et ça se voit pas comme ça, peut-être, parce que je vois un peu les commentaires sur les réseaux, mais c'est quelqu'un d'hyper méticuleux. Ok. Je vais te donner un exemple. Tu vois, par exemple, les trailers qu'on fait. Ouais. Moi, il y a des trucs des fois, j'ai besoin de les corriger. Je dis, ouais, tiens, tu peux reprendre ça, si, ça. Mais c'est vraiment lui qui va se poser avec le monteur et lui dire, en fait, non, c'est pas bon. Il faut que ce soit plus comme ça, un peu plus punchy. Il faut que tu ailles plus chercher ça, etc. Et qui va potentiellement le faire recommencer 2 ou 3 fois. Ah ouais. Tu vois. Tout le monde. Exactement. Wow. Même sur la sélection des invités. C'est pour ça, aujourd'hui, je le laisse faire. Ouais. Moi, je suis aussi, bien sûr, je suis dessus, mais je suis sur autre chose, sur CKO. Et en fait, c'est quelqu'un de très méticuleux, en fait. Ok. Tu vois, les gens disent que les Capricornes sont très comme ça. De prime abord, peut-être ça se voit pas, mais en fait, il est vraiment sur le détail. Donc ça, c'est vraiment un côté super positif. Le côté peut-être négatif, c'est que bah, des fois, il est trop sur lui, quoi. Des fois, il est trop dans ses émotions. Il dit, ouais, mais non, mais vas-y, moi, je peux pas. Tu vois, Ok. s'il peut pas, il faut composer autour de ça, tu vois. Il est un peu, non, bah vas-y, Chris, si tu veux. Ah ouais. Vas-y, gère, mais moi, je veux pas le faire. Tu vois. On a ces discussions-là, tu vois. Bon, tu connais, on est des associés, donc il nous arrive de discuter sur des sujets et pas être trop d'accord, tu vois. On finit toujours par tomber d'accord sur les choses. Et en fait, c'est comme ça que le projet avance, tu vois. C'est pour ça, on n'a pas trop d'ego. Ouais. Ça aussi, c'est un truc important. Tu vois. On Ok. n'est pas trop dans le truc de. Tu vois, certes, je parle d'audience, ouais, on va tout casser ou quoi. Enfin, tu m'as vu comment je suis au bureau, quoi. Ouais, Tu vois, je m'en ouais. bats les couilles. Enfin, il faut que le Bah bateau même après avance. sur un projet comme ça, tu peux pas, enfin tu pourras Oui, pas ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas. On pète pas plus haut que notre cul. Ouais. Lui et moi, on n'est pas là à se dire. Ouais, Je suis la star. ok. Non, non, on est le meilleur parce qu'il faut faire le meilleur show. Il faut faire le meilleur show, tu vois. Donc, il faut avoir cette mentale. Mais en dehors de ça, tu vois, c'est par rapport à nous, par rapport à nos équipes, on se parle, on va écouter aussi les avis. Enfin, tu vois. Ok. Ok. Là, on arrive sur la fin de cette interview. Et est-ce que tu auras un message à faire passer? Je sais pas, un message en particulier pour faire pousser les jeunes dans ce qu'ils aiment Ouais, ou... bah c'est un peu ce que je disais plus tôt. C'est en vrai, l'école, c'est bien. Hein. Ça donne de la structure, même avec le Mm. recul sur Sikeo, je le vois. Ou tu vois, quand je fais tu vois, des réunions avec Balou, ou quoi, je sens que quand même l'école, en vrai, ça m'a donné une structure. Ça donne une structure et ça donne de la méthode. C'est bien. Tu vois, je vais pas te dire, ouais, l'école, ça sert à rien. Il y en a beaucoup qui disent ça, mais avec le recul, quand même, je commence à me dire que l'école a des avantages. Même si tu veux entreprendre, quand tu veux entreprendre, hein, je parle de l'entrepreneuriat. Ouais. Mais ce que je conseille à fond, c'est de mener des side projects. Tu vois, c'est pas forcément des side projects qui vont te rendre millionnaire ou un grand influenceur, mais juste mener des side projects parce que déjà, ça t'apprend une compétence ou plusieurs, tu vois. Ensuite, tu rencontres des gens qui Mm. sont potentiellement passionnés comme toi. Et en fait, ça va potentiellement te sortir de ton carcan, tu vois. Ouais. Ok. Si j'avais suivi ce qu'on me demandait de faire ou si j'avais suivi la voie qu'on m'avait donnée, je pense que je serais, je sais pas, commercial quelque part dans une boîte qui me déplaît, tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai, j'ai postulé partout avec mon CV, personne m'a pris, tu vois. Tous mes clients aujourd'hui sont des gens pour qui j'ai voulu travailler. Hein. Ouais. J'ai Ok. déposé des CV chez Universal, chez Sony, chez MTV, chez trucs. Et en fait, le truc, c'est que le fait d'avoir un side project, ça m'a permis de grandir humainement, de me faire gagner des compétences, de rencontrer des gens et de t'ouvrir les champs des possibilités. Voilà, donc ce que je conseillerais, c'est mener des projets. N'hésitez pas à le mener en équipe. Soyez pas avide tout de suite de revenus ou je sais pas quoi. Ouais. Euh, Mettez votre ego de côté. En fait, mettez votre ego au bon endroit. C'est-à-dire, ok, le projet peut réussir. Je peux devenir big. On peut devenir big, mais on chie sur personne. On Ouais. respecte tout le monde. Tu vois, on est au-dessus de personne en fait. Ouais. De ouf. Il n'y a pas de problème à vouloir de l'admiration. Hein. Vraiment, tu vois. Mais ça veut pas dire parce que tu veux de l'admiration que tu es au-dessus de qui que ce soit, tu vois.
Moi, je suis en face de toi, je suis pas au-dessus de toi, on est pareil, toi et moi, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de, je sais pas quoi, on est pareil, tu vois. C'est juste que il faut avoir cette mentalité de se dire, ok, l'ego, ça va me servir à mener un projet, à me sortir de ma situation initiale pour atteindre des objectifs. Tu vois. Bah, c'est beau comme message en vrai. Pour tous les jeunes, bah, c'est ce qu'il faut en vrai. Lancez-vous. Bah, merci à vous en tout cas de nous avoir suivis sur Twitch. On se retrouve le 26 avril. On a un artiste qui vient. Du coup, là, il y aura une performance. On va parler de sa carrière et tout. Et je vous donne rendez-vous 26 avril. Et suivez aussi Chris Iconic sur les réseaux, sur Insta, même CKO. On peut les retrouver sur YouTube et sur Spotify en podcast également. Donc voilà. Et passez une excellente soirée, les gars. Ciao. Yes, ciao.